La nuit semblait calme et ordinaire, mais derrière la porte close d'un appartement, un cauchemar se déployait en silence. Ces murs allaient devenir les témoins muets d'un acte horrible, gardant un secret trop sombre pour être révélé tout de suite. Ce qui s'y est passé était si troublant qu'il a fallu des mois avant que la vérité n'éclate au grand jour. Shannon Grave a vécu cette soirée sans savoir quel serait le dernier chapitre de sa vie. Au lever du soleil le lendemain, aucune alarme n'a été donnée, et personne n'avait encore réalisé qu'elle avait disparu. Les jours ont glissé vers les semaines, le monde a continué, indifférent et inchangé. Mais pour ceux qui connaissaient vraiment Shannon, un sentiment de malaise a commencé à s'installer. Quelque chose n'allait pas. Elle s'était évaporée sans explication, son téléphone sans réponse, sa présence soudainement effacée. Chaque appel sans réponse et chaque jour qui passait approfondissait leur inquiétude. La recherche de réponses simples a cédé la place à une réalisation bien plus troublante. Ce n'était pas juste une affaire de disparition. C'étaient les conséquences de quelque chose de bien plus sinistre. Une histoire emmêlée, mue par la tromperie, la jalousie et une tentative désespérée de faire disparaître quelqu'un complètement. Mais la justice a un moyen de refaire surface, peu importe à quel point la vérité est enterrée. Avec le temps, la réalité soigneusement cachée a commencé à se fissurer et les détails choquants sont lentement apparus au grand jour. Shannon Grave est née le 4 novembre 1988 dans l'Ohio, aux États-Unis. Elle a été élevée par sa mère, Christine Grave, une parente seule forte et dévouée qui faisait de son mieux pour offrir une stabilité. Plus tard, Christine a retrouvé l'amour avec un homme nommé Ronnie, et ensemble ils ont construit un nouveau chapitre en famille. Dès son entrée dans leur vie, Ronnie a endossé le rôle de figure paternelle pour Shannon, lui offrant guidance, protection et soutien inconditionnel. Shannon l'a accueilli pleinement, formant un lien qui ne semblait en rien différent de celui d'un père et de sa fille biologique. Ceux qui connaissaient Shannon se souvenaient d'elle comme d'une personne à l'esprit doux et au cœur naturellement attentionné. Elle rayonnait de chaleur, de compassion et d'une gentillesse indéniable qui attirait les gens vers elle. En 2016, elle a fièrement obtenu sa licence de cosmétologie, une réussite majeure qui l'a remplie d'excitation et d'espoir. Pour Shannon, cet accomplissement représentait bien plus qu'un travail. Il marquait un nouveau départ et une chance d'avancer après une enfance difficile et tumultueuse. Ses amis l'appelaient affectueusement « Star », un surnom qui reflétait sa personnalité brillante et la lumière qu'elle apportait dans leur vie. Elle se distinguait par sa nature libre, son honnêteté et son altruisme, mettant toujours les autres avant elle-même et laissant une impression durable sur tout ce qu'elle rencontrait. Pourtant, la profonde compassion de Shannon tournait souvent à son désavantage, la conduisant à des choix qui lui apporteraient plus tard de la douleur, surtout dans ses relations personnelles et ses luttes contre la consommation de substances, qui s'étaient intensifiées après la perte dévastatrice de sa mère. Ses proches ont observé un schéma troublant. Elle s'impliquait fréquemment émotionnellement avec des hommes qui finissaient par nuire à son bien-être. Que cela provienne d'une simple malchance ou d'une attirance naturelle pour les personnalités rebelles et troublées, le résultat était souvent le même. Malgré tout, Shannon refusait de se voir comme vaincue. Obtenir sa licence de cosmétologie lui a donné un sentiment renouvelé d'objectif, et elle était déterminée à reprendre le contrôle de sa vie et à construire quelque chose de significatif à partir de son succès durement gagné. Elle croyait être enfin prête à tourner la page sur son passé et à entrer avec confiance dans un avenir rempli de possibilités. Ronnie, ainsi que ses amis, ont vu de première main à quel point elle était réellement résiliente, comment elle continuait à avancer malgré les chagrins, les pertes et les déceptions. Shannon avait survécu à plus que la plupart, et elle portait une force intérieure qui inspirait son entourage. Tragiquement, cette force a été testée une fois de plus lorsque son jugement a failli d'une manière critique. Son chemin a croisé celui d'Arturo Nervosa, un homme qui allait tout changer. Originaire de Porto Rico, Arturo était charmant, magnétique et profondément passionné de musique. En surface, il paraissait intrigant et talentueux. Mais sous cette façade, il protégeait étroitement sa vie personnelle, révélant très peu de qui il était vraiment. Cette nature réservée n'était probablement pas un hasard. La réticence d'Arturo à partager des détails sur son passé provenait d'un long historique criminel troublant qui remontait à des années. En 2004, il a été arrêté pour la première fois pour des accusations liées à des voies de fait et des dommages matériels, marquant le début d'un schéma qui allait continuer à s'aggraver. Quelques mois plus tard, il s'est retrouvé dans des ennuis encore plus profonds, faisant face à des accusations d'évasion de garde et d'entrave aux fonctions officielles. En 2006, son casier s'était alourdi avec des accusations de fuite en état de récidive après une poursuite policière,
et plus tard la même année, une accusation d'incendie criminel aggravé est venue s'ajouter à sa liste croissante de délits. Même après avoir purgé une peine, ses démêlés avec la justice ne se sont pas arrêtés. En 2008, il a été arrêté à nouveau, cette fois pour intrusion. Ses problèmes judiciaires ont continué dans la décennie suivante. Après avoir été expulsé de son logement, Arturo a fait face à des accusations supplémentaires en 2010, incluant des infractions liées aux armes et une entrée illégale. Les documents judiciaires révélaient un schéma constant et troublant, dépeignant un homme profondément impliqué dans des activités criminelles et recourant à plusieurs reprises à des activités illégales pour survivre. Malgré ce passé ombrageux, lorsque Shannon et Arturo ont commencé à se fréquenter à l'été 2016, la relation semblait d'abord stable, voire prometteuse. Shannon s'est peu à peu senti plus à l'aise avec lui, finissant par le présenter aux personnes les plus proches d'elle. Alors que sa confiance grandissait, elle a commencé à passer de plus en plus de temps chez lui, inconsciente du danger réel de la situation. Cette même année, Shannon a accueilli un chiot dans sa vie, une source de réconfort, de joie et de compagnie inconditionnelle modeste mais significative. Le chien est rapidement devenu important pour elle, offrant stabilité et affection à une époque où elle essayait de reconstruire son monde. À l'approche des fêtes, elle s'est réunie avec sa famille pour une célébration chaleureuse remplie de repas partagés, de rires et d'échanges de cadeaux. C'était un moment de retrouvailles et de normalité, qui paraissait plein d'espoir et de vie. Personne présent ce jour-là ne pouvait savoir que ce rassemblement serait la dernière fois qu'ils seraient tous réunis en famille. Seulement 2 mois plus tard, Shannon a croisé par hasard sa sœur, Debbie DePaul, alors qu'elle était avec Arturo. Leur interaction fut brève mais significative. Durant la courte conversation, elles ont parlé de l'anniversaire à venir de Debbie en mars, et Shannon a mentionné qu'elle avait déjà commencé à faire des plans pour l'occasion. Ce détail était marquant, renforçant à quel point la famille comptait encore pour elle. Mais quand l'anniversaire de Debbie est finalement arrivé, Shannon ne s'est jamais présentée. Au début, son absence semblait inhabituelle, mais pas alarmante. La famille a supposé qu'elle était en retard ou prise par quelque chose et qu'elle donnerait bientôt signe de vie. Alors que les heures passaient, l'inquiétude a commencé à grandir. Shannon n'est jamais venue, n'a jamais appelé, ni même envoyé de message pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa sœur. Un silence peu caractéristique qui marquait le début d'une prise de conscience bien plus troublante. Quand Shannon n'est pas venue au rassemblement de Pâques le mois suivant, le malaise de la famille s'est transformé en véritable alarme. Ce n'était plus un seul événement manqué. C'était un schéma qui ne pouvait être ignoré. À chaque semaine qui passait, leur anxiété s'intensifiait. Désespéré d'obtenir des informations, Ronnie a finalement contacté Arturo directement. Arturo a affirmé que lui et Shannon avaient mis fin à leur relation et a insisté sur le fait qu'elle était partie vivre à Cleveland avec un autre homme. Son explication semblait creuse, surtout lorsque Ronnie et Debbie ont essayé de la vérifier eux-mêmes et n'ont pu joindre Shannon d'aucune manière. Refusant d'accepter des réponses vagues, la famille a décidé de chercher la vérité par elle-même. Ils se sont rendus à l'appartement de Shannon, espérant trouver une indication de où elle était partie ou de ce qui était arrivé. Au lieu de cela, ce qu'ils ont découvert n'a fait qu'approfondir leur peur. Sa voiture était toujours garée là, intacte, et son téléphone avait été laissé sur place. 2 choses que Shannon n'aurait jamais abandonnées volontairement. Encore plus troublante était l'absence de son chien, le compagnon qu'elle adorait et sans lequel elle partait rarement. À peu près à la même période, Arturo a été arrêté pour des accusations liées à la drogue, un détail qui a encore perturbé la famille. Les jours se sont transformés en semaines remplies d'angoisse, de confusion et de nuits sans sommeil alors qu'ils attendaient des réponses qui ne venaient jamais. Finalement, en juin, incapable de supporter plus longtemps l'incertitude, Debbie a officiellement signalé la disparition de Shannon, mettant en mouvement une enquête policière et marquant le début d'une recherche de la vérité que sa famille redoutait depuis le début. La famille de Shannon a ouvertement reconnu ses difficultés passées avec l'addiction, mais elle était catégorique sur un détail crucial. Elle n'était jamais restée aussi longtemps sans donner de nouvelles. Peu importe à quel point les choses devenaient difficiles, elle restait toujours en contact, surtout avec les personnes qui l'aimaient le plus. Son silence prolongé était complètement inhabituel et profondément perturbant. Alors que l'enquête débutait, les autorités ont demandé au public de se manifester avec toute information pouvant aider. Tout en lançant leurs propres efforts pour la localiser, elles ont vérifié les hôpitaux, les centres de détention et les prisons, espérant qu'elle pourrait être retrouvée saine et sauve quelque part. Chaque recherche s'est terminée de la même manière, sans aucune trace de Shannon.
Retracer les déplacements de Shannon s'est avéré être un énorme défi pour les enquêteurs, en grande partie parce que beaucoup de temps s'était écoulé depuis que quelqu'un l'avait vu ou entendu pour la dernière fois. Des mois d'incertitude avaient effacé toute piste claire. Malgré tout, les détectives ont persévéré, demandant l'accès à ses relevés téléphoniques et examinant attentivement ses relations personnelles et ses habitudes quotidiennes. Sa famille a expliqué que Shannon passait parfois de longues périodes avec son petit ami et perdait temporairement contact, ce qui a conduit la police à se concentrer de plus près sur Arturo. Interrogé, cependant, il a simplement répété la même explication qu'il avait donnée à Ronnie, qu'ils avaient rompu et qu'elle était partie vivre ailleurs. Son récit n'offrait pas de chronologie claire et soulevait plus de questions que de réponses, ajoutant une autre couche frustrante d'ambiguïté à une affaire déjà troublante. Il n'y avait aucun moyen pour les enquêteurs de vérifier l'histoire d'Arturo. Aucune preuve ne soutenait sa déclaration, et il n'y avait aucune trace du mystérieux nouveau petit ami avec lequel Shannon était censé vivre. Alors que les doutes grandissaient, les détectives ont commencé à élargir leur focus, creusant plus profondément dans ses relations passées. C'est alors qu'ils ont appris l'existence d'un ex-petit ami nommé John. Cette découverte a immédiatement attiré leur attention, offrant ce qui semblait être une piste potentielle à poursuivre. En enquêtant davantage, la police a découvert que John ne faisait pas seulement tourner sa propre entreprise. Il avait aussi un passé criminel lié au trafic de stupéfiants. En fait, l'arrestation de John et son incarcération subséquente avaient été le point de rupture dans sa relation avec Shannon. Des amis se sont souvenus à quel point elle avait été dévastée en apprenant sa condamnation, décrivant son chagrin, sa colère et son profond sentiment de trahison. La situation est devenue encore plus compliquée lorsque les enquêteurs ont réalisé que John avait été libéré de prison peu de temps avant que Shannon ne soit présumée disparue. Quand la police l'a finalement localisé et interrogé, il a nié toute implication récente. Il a dit aux détectives qu'il n'avait pas vu Shannon depuis février, expliquant que lors de leur dernière interaction, elle avait mentionné qu'elle se remettait avec Arturo. Une fois de plus, ramenant les soupçons sur l'homme qui restait au centre de l'affaire. Sa déclaration suggérait que la relation entre Shannon et Arturo n'était pas aussi parfaite qu'elle en avait l'air. Pourtant, John a admis qu'il avait des sentiments persistants pour elle au moment de leur dernière conversation, laissant la police avec 2 suspects possibles, mais sans preuve concrète. Les enquêteurs étaient désespérés pour une percée. Quand les relevés téléphoniques de Shannon sont finalement arrivés, les autorités espéraient qu'ils pointeraient la voie, mais ils ont offert peu d'informations au-delà du fait qu'elle était allée travailler comme d'habitude fin février avant que son téléphone ne soit soudainement désactivé. Le numéro avait depuis été réattribué, et à peu près au même moment, toute activité sur ses cartes de crédit s'était arrêtée. L'enquête avait atteint une impasse frustrante. Ce que les enquêteurs ne savaient pas encore, c'est que les réponses arrivaient, mais de la manière la plus horrible qui soit. Le 30 juillet, un homme de Youngstown a appelé le 911 pour signaler une découverte glaçante et macabre. Au téléphone, le témoin a rapporté que des restes humains avaient été découverts à l'intérieur de sacs poubelles noirs. Et le plus choquant, la tête manquait. Les services d'urgence ont rapidement alerté la police, qui est arrivée au domicile du témoin, un homme nommé Kenny, et de sa femme Jill. Alors que les équipes médico-légales commençaient à examiner les restes, le couple a été emmené pour interrogatoire. Ils ont expliqué que le congélateur contenant les parties du corps appartenait à un ami qui avait récemment subi une coupure de courant chez lui. Environ une semaine plus tôt, l'ami leur avait demandé de stocker le congélateur dans leur sous-sol, prétendant qu'il était plein de viande qu'il ne voulait pas gâter. Le 29 juillet, Jill a décidé de préparer des spaghettis et des boulettes de viande pour le dîner, pensant qu'elle pourrait emprunter un peu de viande et la remplacer plus tard. Quand elle s'est rendue au congélateur, elle l'a trouvé verrouillé, mais elle n'y a pas beaucoup réfléchi sur le moment. Après tout, leur ami avait toujours été un peu excentrique. Pas découragée, Jill a attrapé un tournevis, a retiré les vis et a forcé le cadenas avec facilité. Mais au lieu de trouver l'assortiment attendu de viande congelée, elle a été confrontée à des piles de sacs poubelles noirs et un seau, tous émettant une odeur fétide et putride. Une vague d'effroi l'a submergée. Elle a claqué le congélateur et a immédiatement appelé son mari. Quand Kenny est arrivé, ils ont ouvert prudemment l'un des sacs et ont été horrifiés de découvrir un pied humain sectionné. Parce que Kenny et Jill ont été interrogés séparément et que leurs récits correspondaient parfaitement, ils ont été rapidement écartés en tant que suspects. Les enquêteurs se sont alors tournés vers l'homme qui avait placé le congélateur chez eux, Anthony Gonzalez. Kenny a expliqué qu'il avait rencontré Anthony des années plus tôt par un ami commun. Ils s'étaient liés d'une passion partagée pour la musique.
Anthony possédait du matériel audio et avait parlé de ses projets d'enregistrer des chansons de rap, bien que leurs interactions soient occasionnelles et que Kenny ne le considère jamais comme un ami proche. Il a décrit Anthony comme imprévisible et parfois même agressif. Malgré la pleine coopération du couple, l'identité de la victime restait un mystère jusqu'à ce que des experts médico-légaux découvrent un indice critique, un tatouage de scorpion sur l'un des pieds. Le tatouage correspondait à celui de Shannon, reflétant son signe du zodiaque. Bien que des tests supplémentaires aient été nécessaires pour confirmation, il est rapidement devenu clair que les restes étaient bien les siens. Les enquêteurs ont alors été confrontés à une question terrifiante, comment et quand avait-elle fini dans ce congélateur? Peu après, le procureur en chef de l'Ohio a tenu une conférence de presse pour discuter de l'affaire, qui émergeait rapidement comme l'une des plus horrifiantes et troublantes de mémoire récente. Bien que le médecin légiste n'ait pas pu déterminer la cause exacte du décès sans la tête de la victime, l'identité de Shannon a été confirmée par analyse d'empreintes digitales. Sa famille a été anéantie en apprenant le sort tragique de leur fille et sœur bien-aimée. Des mois après sa disparition, la réalité était bien plus horrible que tout ce qu'ils avaient imaginé. Malgré leur immense chagrin, les proches de Shannon se sont réunis pour honorer sa mémoire lors d'une veillée aux chandelles dans un parc local pittoresque. S'adressant aux journalistes, Debbie a partagé sa conviction que l'âme de Shannon avait trouvé la paix et que la veillée était destinée à célébrer sa vie plutôt qu'à se concentrer sur le chagrin. Ce soir-là, des dizaines de participants ont allumé des bougies et libéré des lanternes dans le ciel. Beaucoup portaient des t-shirts arborant des messages dédiés à Shannon. Une amie proche a promis de perpétuer son esprit, déterminée à ne pas laisser cette tragédie définir sa mémoire ou son héritage. Bien que sa famille partage ce désir de justice, elle ne pouvait cacher son immense douleur. Ronnie, trop bouleversé pour apparaître à l'écran, a admis que son chagrin était au-delà des mots. Il avait aimé Shannon comme sa propre fille et aspirait maintenant à la justice. Pendant ce temps, les enquêteurs ont intensifié leurs recherches d'Anthony, et il ne leur a pas fallu longtemps pour découvrir un détail crucial. Anthony Gonzalez n'était qu'un alias. Sa vraie identité était quelqu'un que les autorités considéraient déjà comme suspect. Alors que l'enquête sur la disparition de Shannon progressait, de nouvelles révélations ont émergé rapidement. Les responsables ont découvert qu'Arturo avait été en relation avec une femme nommée Katrina Layton, qui avait emménagé chez lui seulement 2 semaines après que Shannon a été vue vivante pour la dernière fois. Compte tenu du long passé criminel d'Arturo, la police a agi rapidement pour le poursuivre. Arturo et Katrina ont tous deux été placés en garde à vue et leur domicile a été fouillé de fond en comble. Les enquêteurs ont découvert des taches rouges sur les murs, un couteau et un manuel pour le congélateur où les restes de Shannon avaient été trouvés. Kenny, qui croyait auparavant que son ami s'appelait Anthony, a été stupéfait d'apprendre la véritable identité d'Arturo. Il n'était pas le seul dans la confusion car Arturo utilisait fréquemment des alias, probablement pour cacher son passé qui incluait une implication avec des substances illégales. Durant l'interrogatoire, Arturo est resté composé et a constamment nié tout rôle dans la mort de Shannon, affirmant n'avoir aucune connaissance de son emplacement et se distanciant du congélateur. Katrina a repris ses dénégations, mais leurs déclarations se sont effondrées lorsque la police a trouvé une clé parmi ses affaires qui correspondait au cadenas du congélateur. Cette preuve les liait directement au crime, les maintenant en détention pendant que l'enquête se poursuivait. Pendant ce temps, John, l'ex-petit ami de Shannon, a aidé les enquêteurs à découvrir des détails supplémentaires en parlant avec des connaissances de Shannon. À travers ces conversations, il a appris l'existence d'un rassemblement autour d'un feu de joie auquel Arturo avait participé, où un témoin a rapporté qu'Arturo avait utilisé le feu pour brûler des effets personnels. Interrogé, Arturo a affirmé que les objets étaient les vêtements de Shannon et qu'il les détruisait par vengeance pour une infidélité supposée. Cette nuit-là, il était accompagné d'un ami nommé Andrew Hermon, et ensemble ils ont continué à brûler les vêtements. Les enquêteurs ont plus tard examiné le site et ont découvert des vestiges du feu, dont un bracelet qui appartenait à Shannon. Alors que l'enquête progressait, ils ont contacté une femme qui connaissait Andrew et sa femme, Michelle. Elle a révélé qu'Arturo et Katrina étaient responsables du meurtre de Shannon tandis qu'Andrew avait aidé à démembrer son corps. Selon ce témoin, Katrina avait longtemps nourri de la jalousie envers Shannon, une rancune qui était apparemment réciproque. L'affaire est devenue encore plus troublante lorsque des voisins ont rapporté avoir vu Katrina promener le chien de Shannon et utiliser ses cartes de crédit pour de petits achats dans les environs, suggérant qu'elle avait commencé à s'approprier des aspects de la vie de Shannon. Au milieu de ces développements choquants, Ronnie est décédé subitement, ne vivant jamais pour voir la justice rendue. Debbie,
dévasté par le chagrin, a cherché une thérapie tout en s'occupant de son jeune frère et du chien chéri de Shannon. Pendant ce temps, Andrew et Michelle étaient tous deux détenus en détention provisoire. Les autorités avaient des preuves substantielles que Michelle avait menacé des témoins dans une tentative d'entraver l'enquête et de dissimuler le crime. Alors que l'affaire était présentée à un grand jury, une image plus claire des événements a émergé. Le 24 février 2017, Arturo avait tué Shannon, probablement en présence de Katrina. Plus tard, Arturo a invité Andrew et lui a demandé de l'aide pour démembrer le corps de Shannon. Les trois ont tenté de dissoudre des parties de ses restes dans de l'acide sulfurique, mais n'en avaient pas assez pour terminer le processus. Ils se sont débarrassés de sa tête tout en stockant d'autres parties du corps dans le congélateur, et certains restes ont été jetés dans un endroit inconnu que les autorités n'ont pas encore localisé. Selon le procureur en chef, Arturo était un petit dealer de drogue motivé par la jalousie envers la stabilité financière de Shannon. Tandis que Katrina voulait qu'elle disparaisse pour s'approprier Arturo. Face à la possibilité de la peine de mort, les 4 accusés ont fini par accepter des plaidoyers de culpabilité. Arturo Navarro a été condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de Shannon, et Katrina Layton a reçu une peine de 18 ans de prison. Andrew Hermon a été condamné à 12 ans de prison, tandis que Michelle a reçu 2 ans et demi, suivi d'un programme de désintoxication de 6 mois. Arturo a plus tard tenté de faire appel de sa sentence, mais la décision originale a été maintenue. Déterminé à honorer la mémoire de Shannon, Debbie a créé une page sur les réseaux sociaux dédiée à sa sœur, partageant fréquemment des photos de son chien adoré. Elle visite aussi régulièrement la tombe de Shannon, où elle a développé un rituel significatif. Après avoir tondu l'herbe, Debbie peint à la bombe un grand cœur rose à côté de la pierre tombale, la couleur préférée de Shannon. Dans une interview locale réalisée quelques années plus tard, elle s'est souvenue du moment où elle a reçu l'appel dévastateur sur la découverte partielle des restes de Shannon. Cependant, ce n'est qu'avec la crise sanitaire mondiale, quand elle a perdu son emploi et s'est retrouvée isolée à la maison, que le poids complet de la tragédie a vraiment fait son effet. Sans distraction, Debbie a été forcée de confronter et de traiter l'immense perte qu'elle avait subie. Malgré la douleur accablante, elle a graduellement trouvé du réconfort à se permettre de pleurer. Aujourd'hui, les enquêteurs qui ont aidé à traduire Arturo en justice continuent leurs recherches pour les parties manquantes des restes de Shannon. Debbie garde l'espoir qu'ils seront un jour retrouvés, tout en gardant vivante la mémoire de sa sœur grâce à son hommage en ligne dédié. Si vous avez trouvé cette affaire fascinante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous publions des vidéos sur des affaires criminelles chaque soir. Jusqu'à la prochaine fois, restez avertis, restez vigilants.